Donc je voudrais commencer par dire à titre liminaire qu'il n'y a pas d'enquête sérieuse, approfondie sur le phénomène de ce que l'on appelle, ce que vous appelez les nouvelles filières djihadistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête, de recherche vraiment qui serait à base de suivi ethnographique sur plusieurs mois, voire plusieurs années. On a un certain nombre d'enquêtes parcellaires. Nous, à l'Observatoire du religieux, on a fait un certain nombre d'enquêtes parcellaires, mais on n'a pas aujourd'hui les moyens d'approfondir sur le moyen et le long terme. À mon avis, ça serait une première chose à dire. Et ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit absolument prudent, modeste, sur ces questions et garder l'esprit ouvert sur une multitude d'hypothèses. Ce que je vais essayer de faire, c'est effectivement de donner une multitude d'hypothèses à partir de ce qu'on sait, de ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Alors la première chose, dans un première partie rapide, je ferai une distinction entre ce qu'on pourrait appeler le djihad archaïque, le djihad moderne et le djihad actuel, donc, qui a des caractéristiques propres. Et j'essaierai de distinguer aussi au passage, parce que c'est souvent confondu, souvent dans les médias, mais pas seulement dans les médias, le djihadisme, l'islam politique, islamisme, hein, et le fondamentalisme et le néo-fondamentalisme, ce qui n'est pas exactement la même chose, et ce qui n'aboutit pas forcément aux mêmes choses. Parfois, justement, ils se contredisent. Sur un deuxième plan, j'approfondirai un peu le rapport entre le vraiment néo-djihadisme actuel et l'état du champ religieux. Et puis, dans un dernier point, j'essaierai de donner très rapidement quelques préconisations à prendre, évidemment, avec des pincettes. Donc, d'abord, sur le djihad archaïque, le djihad archaïque, parce qu'on dit beaucoup de choses sur le sujet. Bon, effectivement, djihad, en arabe, ça veut dire effort continu. C'est considéré par l'écrasante majorité des musulmans comme étant un effort intérieur, ce qu'on appelle le grand djihad. Mais contrairement à ce que certains musulmans disent aussi, c'est vrai que le djihad, dès les origines de l'islam, enfin plus exactement même au 8e siècle, ça a été l'objet de controverses sur l'idée de guerre. Et vraiment, il y avait une idée de guerre sainte. En particulier, on trouvait ça sur les frontières de l'Empire arabo-byzantin en Asie centrale. C'était en quelque sorte des individus qui faisaient des razzias et qui étaient là pour protéger ou même empiéter sur les frontières de l'Empire abbasside, par exemple. Donc c'est vrai que ça a été utilisé. Ensuite, il y a une autre distinction à faire, c'est la question de djihadisme et martyr. Parce que ça, c'est beaucoup plus complexe. Ces gens-là n'étaient pas des martyrs qui étaient sur la frontière. Alors, cette question de djihadisme et martyr, elle est extrêmement complexe parce qu'elle est aujourd'hui remobilisée par les djihadistes actuels. Alors, la notion de martyr, c'est la notion de shahid. Ça veut dire témoin. Et le témoin, c'est celui qui aurait une place privilégiée auprès d'Allah, auprès de Dieu. Mais il n'y a aucun passage dans le Coran, qui explicite ou qui même émet l'idée que c'est celui qui meurt au combat qui est un martyr. Mais évidemment, il y a des interprétations, là aussi, dès l'origine, qui sont extrêmement complexes. Alors, d'ailleurs, la plupart des chercheurs estiment que cette idée est antérieure, bien antérieure à l'islam. Elle remonterait, pour certains, à l'épopée de Gilgamesh, à l'idée de promesse pour les guerriers morts au combat d'une sorte de paradis heureux. Voilà. Alors, deuxième point, le djihad moderne. Alors, sur le djihad moderne, il est le produit, on pourrait dire le produit dégénéré ou de décomposition, ça serait le bon mot, de décomposition de ce qu'on appelle l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique, qui est lui-même issu du néo-fondamentalisme. Quand je dis néo-fondamentalisme, ça veut dire que dans toutes les religions, et dans l'islam y compris, il y a dans toute son histoire un fondamentalisme, une tendance fondamentaliste, par exemple littéraliste, des gens qui prétendent revenir au fondement d'un islam qui est plus pur, etc. Ce qu'on appelle le néo-fondamentalisme, qui va donner naissance à l'islamisme, c'est lorsqu'il va y avoir cette obsession d'un rapport particulier à l'Occident. C'est-à-dire que ce fondamentalisme, ce néo-fondamentalisme, va se définir par rapport à l'Occident, par l'image obsessionnelle que l'Occident, c'est le mal. Donc que l'Europe aussi, c'est le mal.
Et ça, c'est un processus, cette haine de l'Occident, ce rapport en tout cas un peu obsessionnel, idéologique à l'Occident, c'est le cœur de ce qu'on appelle l'islamisme, qui va construire une doctrine politique. Et c'est cet islamisme qui commence à l'extrême fin du XVIIIe siècle. En particulier, on situe, mais vraiment comme une sorte d'événement ponctuel, l'entrée de Napoléon en 1799, l'entrée de Napoléon au Caire, et ensuite le fait que toutes les guerres avec le monde dit arabo-musulman vont être perdues. Donc ça va constituer une sorte de complexe, ce qu'on appelle aussi un complexe occidentaliste. Et avec tous ces mouvements qui vont naître progressivement, il va y avoir beaucoup plus tard les frères musulmans et toute une série d'autres mouvements qui vont focaliser là-dessus. Alors, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, je passe très vite, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tout cela, ça va être instrumentalisé par un certain nombre de régimes politiques. En particulier, ça va être instrumentalisé par Nasser dans une logique tiers-mondiste en 1956. Lors de l'affaire du canal de Suez, mêlant déjà à cette époque le conflit israélo-palestinien avec l'idée d'un complot occidental. Donc il faut comprendre que cet islamisme, issu d'une sorte de néo-fondamentalisme obsédé par l'Occident, c'est effectivement une image dégénérée de l'Occident, mais pas forcément une image négative de la démocratie. Pas forcément une image négative de la démocratie. Un exemple classique, c'est l'exemple de l'ancien terroriste Ahmed Rami, qui a commis des actes terroristes en 1971-1972, d'origine marocaine, et qui a été ensuite exilé en Suède, et qui est devenu un farouche défenseur de la liberté d'expression, d'opinion, d'organisation, tout en restant islamiste. Donc on a vu se développer, c'est ça que je veux dire, un islam réformiste. Cet islam réformiste, c'est l'islam qu'on a, qui est très conservateur, qu'on peut avoir en Turquie. Mais à côté de ça, on a effectivement un islamisme radical, qui avait été analysé d'ailleurs par mon prédécesseur, maître et directeur de thèse Bruno Etienne, qui était fondateur de l'Observatoire du religieux, qui avait écrit le premier ouvrage sur cette question, qui s'intitulait d'ailleurs « L'islamisme radical ». Et où il avait montré que cet islamisme radical, sa grande complexité, elle était dans le fait que l'idée même de révolution, qui est dans cet islamisme radical, l'idée d'anticapitalisme, ce sont des idées qui sont calquées sur les idéologies occidentales, anti-occidentales. D'ailleurs, par exemple, Heidegger critiquant la société de consommation, et ces islamistes-là, radicaux, ils sont lecteurs d'Heidegger, ils sont lecteurs de Marx. Vous avez par exemple quelqu'un qui a eu énormément d'impact idéologique, qui s'appelle Ahmed Fardid, et qui est l'initiateur de la notion de Westoxisation, qui a eu énormément d'effets, et qui disait d'ailleurs, alors qui remettait en cause lui par contre les droits de l'homme, il disait les droits de l'homme c'est un piège bourgeois contre les travailleurs. Donc une autre des caractéristiques de l'islam, de cet islamisme radical, c'est la notion de complot de l'Occident, et à l'intérieur de la notion de complot de l'Occident, c'est la notion de complot sioniste, effectivement en récupérant un certain nombre de choses là, qui par contre sont parsemées dans le Coran de suspicions vis-à-vis des Juifs. Donc cette notion, elle est récurrente dans l'islamisme, dans ses versions radicales et complotistes. On le retrouve encore aujourd'hui chez un prédicateur koweïtien dont on trouve les vidéos sur Internet, donc on a un peu analysé, qui s'appelle Tarek El-Saouaidan, qui a une certaine influence, ou même chez un prédicateur britannique qui s'appelle Omar Bakri. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, le djihadisme lui-même, c'est-à-dire le passage à la lutte armée terroriste, s'effectue, lui, à partir justement de ces thèses-là, à partir de la conjonction de deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce qu'avait déjà souligné Bruno Etienne en 1986, publié en 1987, puis d'autres chercheurs, Olivier Roy et d'autres, qui est l'échec de l'islamisme politique au Moyen-Orient, c'est-à-dire l'échec de l'installation d'un grand califat. Et d'une part, d'autre part, la guerre en Afghanistan,
qui fournit une sorte de terrain d'entraînement pour les djihadistes, y compris venus d'Occident. Et ensuite, un troisième phénomène qui est rarement souligné, mais qui a son importance, qui avait été souligné par Olivier Roy en particulier, c'est le démantèlement des réseaux terroristes d'extrême gauche des années 70, en particulier la bande Abadère, les Brigades Rouges et quelques autres réseaux. Et donc le djihadisme va se développer en Occident, avec des pratiques djihadistes, à partir de là, c'est-à-dire à partir de l'extrême fin des années 70 et début des années 80. Et là, il repose sur une idéologie et des méthodes qui croisent les méthodes des groupes d'extrême gauche et qui visent quasiment les mêmes objectifs, c'est-à-dire soit des symboles du capitalisme jusqu'autour du 11 septembre, société de consommation, etc., soit des symboles qui peuvent avoir l'air des symboles religieux, mais qui en général sont liés à des conflits spécifiques, par exemple le conflit israélo-palestinien. Un des premiers à être entré dans cette logique, c'est Mustapha Bouyali, qui était le fondateur du premier maquis islamiste dans l'Algérie indépendante, mouvement islamique armé 1982. Alors ces caractéristiques, donc je l'ai dit, de 80 au début des années 80 au début des années 2000, c'est une idéologie cohérente, radicale, en révolutionnaire et anti-occidentale. On dit même parfois occidentaliste au sens focalisé sur l'Occident comme une sorte d'unité, qui a pu à un moment donné se focaliser sur l'Europe, mais qui, avec le leadership américain, s'est focalisé sur les États-Unis, avec une organisation armée facilitée par l'existence de l'Afghanistan, terrain d'entraînement et d'autres zones, mais surtout l'Afghanistan au début, et une pratique religieuse intense avec un endoctrinement théologique et des interprétations elles-mêmes radicales. Alors, le djihadisme, ce qu'on pourrait appeler au XXIe siècle, même si ce n'est pas juste au XXIe siècle au sens strict, on peut dire que sa complexité, c'est qu'il croise l'ancien djihadisme avec ses réseaux et ses idéologies, mais qu'en même temps, il se caractérise par des spécificités qui le rendent plus difficilement cernable, plus difficilement contrôlable. On dirait qu'il y a deux points importants. C'est une transformation au niveau global, et ensuite une transformation au niveau local, dans ses logiques à la fois intellectuelles et ses logiques pratiques de mise en œuvre. Au niveau global, je dirais que c'est la révolution de la communication de masse, la révolution d'Internet et le passage à... Je pense que ce qu'il faut souligner chez Internet, c'est moins la diffusion générale, parce qu'il y avait déjà une diffusion générale avec la télévision, y compris dans les campagnes reculées, que l'interactivité, c'est-à-dire la possibilité de répondre par le jeu des forums et toutes ces choses-là. Donc l'interactivité qui finit par constituer une sorte de, on pourrait dire, de quasi-société civile globale virtuelle, avec des groupes de gens difficilement contrôlables. Alors, à la suite de ça, c'est constitué, moi, ce que j'appelle une sorte de marché global de la terreur, avec la mise en spectacle de la terreur. Ce qui fait que des anciennes organisations comme Al-Qaïda, qui existaient déjà, vont très légèrement se transformer pour s'adapter à ce marché global de la terreur. Mais sur ce marché global de la terreur, comme sur tout marché, il y a une lutte pour la prise de part de marché, en quelque sorte. Si on observe de près ce qui s'est passé, par exemple, avec Al-Qaïda et Daesh, on se rend compte qu'il y a vraiment une logique de marché spécifique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait lorsque on sait qu'on a une organisation qui occupe une bonne part du marché, parce qu'elle a un certain type d'activités qui ont du succès, du point de vue médiatique, du point de vue du spectacle. Alors il y a deux stratégies. Les deux stratégies ont été utilisées par Daesh. La première, c'est de dire on peut aller plus loin. Enfin, en quelque sorte, c'est comme pour une marque de vêtements. C'est-à-dire qu'on peut faire plus fort. Et donc là, c'est la mise en spectacle des exécutions à la télévision, à l'échelle planétaire, pour dire on peut vraiment aller plus loin. Et puis deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une niche, c'est-à-dire trouver une originalité, une spécificité qui fait qu'on est irremplaçable, on n'est pas comme l'autre. C'est le deuxième point. Qu'est-ce qu'a fait Daesh? Au lieu d'être, comme dans Al-Qaïda, la recherche d'un islam pur, seul l'islam est pur, seulement l'islam pur, ça va être seul le sunnisme est pur.
Donc ça comporte le double avantage de gagner sur le terrain, en particulier en Irak, de réveiller les frustrations de la majorité sunnite qui n'était frustrée par les chiites au pouvoir, et donc on gagne du terrain sur le terrain local, mais en même temps, il se trouve que l'écrasante majorité des musulmans se reconnaissant plus comme étant sunnites à l'échelle planétaire, eh bien, on crée une niche, mais une niche globale. Alors ça engendre un certain nombre de conséquences, puisqu'il y a une lutte pour ce marché de la terreur, pour des parts de marché de la terreur. Ça veut dire qu'il y a une multiplication des filiales. Il y a une multiplication des filiales, y compris au sein même d'Al-Qaïda. On l'a vu, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, Al-Qaïda Yémen, avec des luttes internes très fortes. Et comme aujourd'hui ces organisations se comportent comme des labels, ou si vous voulez, on pourrait dire comme des franchises, avec des chartes. C'est-à-dire que voilà, appartenir à Al-Qaïda, ça suppose ça et ça. Bon, ça veut dire que le lien direct, le lien organisationnel n'est plus nécessaire. Ce qu'attendent ces organisations, c'est qu'à un moment donné, sur un point du globe, des individus, un groupe d'individus qui existent déjà, qui sont déjà plus ou moins organisés, eh bien, se revendiquent d'Al-Qaïda. Eux, ils y ont intérêt parce que immédiatement, eux aussi, ils vont prendre des parts de marché sur place. C'est-à-dire au Mali ou dans différentes zones. Ils vont prendre des parts de marché sur place et ils vont s'assurer une médiatisation et un impact immédiat au niveau non seulement local, mais aussi planétaire. Alors la question, c'est aussi, pourquoi est-ce que ça fonctionne maintenant, ça, au niveau local? Ça fonctionne au niveau local parce que, comme dit l'anthropologue américain Appadurai, une des caractéristiques du XXIe siècle par rapport au XXe siècle, qui était l'angoisse des masses, des révolutions de masse, que ce soit en interne ou que ce soit en externe, la grande angoisse du XXIe siècle, liée à Internet, liée à tous ces phénomènes-là, c'est l'angoisse des petits nombres, l'angoisse du voisin. Et donc, c'est l'angoisse de l'humilier à un moment donné dans une société qui peut se réveiller et qui peut être votre voisin et qui peut vous assassiner parce que sur Internet, il aura vu telle ou telle chose ou il aura rencontré ensuite tel ou tel individu. C'est ce qu'il appelle, à l'échelle planétaire, une géographie de la colère qui se décide aujourd'hui à l'échelle planétaire, ou une géographie de l'humiliation, pourrait-on dire, ou de la frustration économique et sociale. Alors, maintenant, ce sur quoi je voudrais insister, j'avais prévu de dire beaucoup de choses, mais je crois que j'arrive à la fin de mon temps, donc je vais juste résumer pour qu'on approfondisse exactement. On approfondisse sur les petites choses, juste une petite chose quand même, c'est les caractéristiques de ce nouveau djihadisme qu'on retrouve dans le profil de ces des djihadistes d'ailleurs des événements tragiques de Charlie Hebdo, mais qu'on retrouvait déjà chez Mohamed Merah, avec des différences. Dans les événements tragiques, Charlie Hebdo, c'était des gens qui étaient plus professionnalisés, parce que ça faisait plus de temps qu'ils étaient dans la filière, qu'ils étaient dans le milieu, alors que chez Mohamed Merah, c'était plus récent et plus rapide. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des profils, moi j'ai entendu beaucoup de gens dire, ils ont des profils très différents, ils n'ont pas des profils très différents, sauf qu'il y en a un qui est passé plus vite à l'action, donc il était moins professionnel, donc il a eu moins le temps de se former et d'être en contact avec des gens, mais néanmoins, on voit qu'il y a des caractéristiques qui sont les mêmes, il n'y a plus d'idéologie cohérente. Il y a des slogans, il n'y a plus d'accès, donc il n'y a pas l'endoctrinement théologique, il n'y a plus d'accès comment dire, même à l'arabe classique, avec un endoctrinement qui serait... C'est pour ça que moi je pense que peut-être qu'il faudrait réviser cette notion de radicalisation, parce que la radicalisation c'était valable pour les djihadistes du début du XXe siècle, fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Il y en a encore aujourd'hui, l'ancienne génération, qui croise la nouvelle génération. Mais c'est pas un processus de radicalisation. Même en prison, on n'est plus... Puisqu'on a parlé de la prison, on n'est plus dans l'hypothèse affaire Kelkal, fin des années 90, avec un individu qui, pendant ces 2 ans d'incarcération, va rencontrer l'islam, le Coran, va se mettre à l'arabe classique et va progressivement glisser, effectivement, sur des positions radicales qui peuvent devenir violentes. Là, on est en prison dans la rencontre, on pourrait dire la rencontre des humiliations. Et ensuite, à partir de cette rencontre, avec des gens qui vont jouer la guerre, on voit apparaître une multitude de groupes qui parfois ne sont pas forcément des groupes dangereux, mais on ne sait pas
s'ils sont dangereux ou pas. Parce que comme c'est un problème, on pourrait dire, d'individuation post-adolescence, d'incapacité à raconter une histoire positive de soi-même, sentiment de stigmatisation négative, que n'importe quel idéologue peut transformer en stigmatisation positive. Ce que je veux dire par là, c'est que, on veut dire, tu es arabe, tu es au chômage, tu n'as pas réussi à trouver de boulot, etc., etc. À un moment donné, on va dire, tu vois, toutes ces épreuves, en fait, ce sont des épreuves que tu as vues comme étant négatives. En réalité, ce sont des épreuves positives. En réalité, tu es un héros de l'islam. C'est parce que ça t'attendait. Et donc, la stigmatisation négative devient positive. Vous avez des groupes qui ont été un groupe qui a été un groupe comme Forsana Alizza. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Cavalier de la fierté, qui a été monté en 2010, qui a été dissous par Monsieur Guéant en 2012. Qui était un groupe de gens qui se réunissaient, qui s'habillaient en noir, qui jouaient les soldats de l'islam. Enfin, c'était très inquiétant. Mais on voyait qu'ils étaient plus dans une logique de bande de punk islamistes ou même de skinheads, si vous voulez. Ce qui les intéressait, c'était l'extrême avant la pratique. C'est-à-dire que ces gens-là ne pratiquaient pas. Alors, ils ont brûlé, ils ont fait un auto-da-fé avec le code pénal, enfin des choses de ce genre. Et le deuxième point, qui est lié à cette question de la... Finalement, pas de la radicalisation, mais de l'extrémisme sans radicalisation, c'est-à-dire des gens qui sautent dans le djihadisme sans passer par l'islam et qui rétroactivement se représentent comme musulmans, ce qui pose des problèmes parce que à quoi ça sert de former des imams quand de toute façon ils ne vont pas à la mosquée le vendredi parce qu'il se trouve que de toute façon c'est pas le bon islam, hein, et qui passent par d'autres voies. Et le deuxième point, c'est la question du communautarisme, parce que une grande partie de la politique française, ça a été d'axer sur le communautarisme. Or là, on a sur la lutte contre le communautarisme. Or là, on a des individus qui justement sont désocialisés et ne sont pas dans une structure communautaire, même si on parle d'une structure communautaire musulmane. C'est-à-dire qu'ils sont désocialisés par rapport à leur quartier, y compris par rapport à leur imam. Alors, c'est pour ça que moi je crois qu'il faut distinguer, ça sera à la conclusion de cette petite présentation, je crois qu'il faut distinguer un mouvement aujourd'hui qui existe aussi depuis les années 2000, qui est un mouvement fondamentaliste, qui n'est plus le néo-fondamentaliste occidentaliste, et le voile intégral participait de ça. On a été le premier laboratoire à faire une enquête là-dessus, avant 2009, avant qu'il y ait ces débats. Et qu'est-ce qu'on constatait? On constatait qu'il y avait un grand nombre de jeunes femmes qui n'étaient pas mariées, qui avaient vécu des choses peut-être difficiles dans des quartiers difficiles et puis qui d'un seul coup voulaient se racheter une honorabilité et voulaient vivre de façon ascétique et interpréter l'islam, peut-être pour certains d'ailleurs, pour la majorité des musulmans de façon excentrique, en portant un voile intégral. Mais en fait, on pourrait dire néo-fondamentalisme, il n'était plus islamiste, c'est-à-dire qu'il y avait eu une sorte de décrochage. Et c'est ça le phénomène majeur du début des années 2000. Hein. C'est-à-dire qu'il n'était plus islamiste dans le sens, il se moquait de toutes ces histoires de occidentalistes, etc. Or, aujourd'hui, dans la société française, on a des nouveaux, qu'on pourrait appeler des nouveaux imams, qui sont radicaux. Par exemple, il y en a un qui a un succès gigantesque aujourd'hui sur Internet, qu'on appelle l'imam YouTube, qui est à l'imam de Brest, qui est jeune, qui est très jeune, qui s'appelle Rachid Abou Deifa. Chaque fois qu'il sort une vidéo sur Internet, au bout de quelques heures, c'est 50 000 personnes qui le voient. Et cet imam, qu'est-ce qu'il dit? Alors oui, il est habillé tout en blanc, ou alors dans des habits très traditionnels, il a une barbe, il a des aspects très intolérants, il est vraiment radical au sens vraiment très fondamentaliste. Hein. Il est suivi par énormément de jeunes, il a un vrai impact. Et mais quand on observe, nous on l'a fait là pour le coup à l'Observatoire du religieux dans le détail, pratiquement toutes ces vidéos, il y en a vraiment beaucoup, ce qu'on remarque dans la structure du discours, c'est que finalement c'est très individualiste, c'est vraiment ce qu'on appelle le salafisme piétiste. Hein, il y a une sorte effectivement peut-être de rejet d'un certain nombre de caractéristiques de notre société, mais en tout cas c'est fondamentalement anti-djihadiste et anti-violence. D'ailleurs, il a émis une vidéo après les attentats tragiques chez Charlie Hebdo, à Charlie Hebdo, pour dire c'est impossible, enfin on peut pas fonctionner comme ça, etc. Et lui, il a un véritable impact, un impact plus fort que certains imams qu'on cherche à promouvoir pour se rassurer,
et qui, eux, n'ont aucun impact, et qui, même en les promouvant, par exemple, je pense à l'imam Chalgoumi, très clairement, c'est ce qu'on voit dans les enquêtes quand on interroge les gens dans les multitudes de musulmans qui le détestent, ils disent, finalement, il parle mal français, il n'est pas intégré, alors que lui, il parle très très bien français. C'est une manière de nous humilier, et finalement, c'est peut-être même un complot. Donc ça nourrit encore la théorie du complot. Alors que cet imam-là, on pourrait dire, c'est en quelque sorte une sorte de Tariq Ramadan pour les musulmans de moins de 25 ans et qui n'ont pas le niveau intellectuel pour adhérer au discours de Tariq Ramadan. Voilà tout ce que je pourrais dire dans l'immédiat.